Bonjour tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Michel Caillé. Le thème de l'émission, le cash, l'euro numérique, l'identité numérique, la démocratie, surveillance, le crédit social et société de contrôle. Michel Caillé, juriste suisse engagé dans la défense des libertés fondamentales, Michel Caillé est une voix critique face aux transformations numériques de nos sociétés. Présidente du mouvement fédérative romande et fondatrice de la fondation Temisia Joja, elle alerte sur les enjeux liés à l'identité numérique, à la disparition progressive du cash et à l'émergence des monnaies numériques des banques centrales. À travers ses prises de position, elle interroge les équilibres entre sécurité, innovation technologique et respect des droits individuels, soulevant des questions essentielles sur l'avenir de nos démocraties face aux logiques de surveillance et de contrôle. Bonsoir Michel et merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci beaucoup à vous pour votre accueil si chaleureux. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en plus? Donc en fait, j'étais avant présidente du Mouvement fédératif roman, qui était un mouvement activiste, on peut le dire, en Suisse romande. Et puis, ce mouvement, c'est un petit peu c'est pas essoufflé, mais enfin bon, on a décidé de passer à autre chose au mois de décembre, juste avant là, en 2025. Et j'ai créé donc avec, Frédéric Giacomoni, Temisia Gioia, qui en fait, on n'est plus dans l'activisme maintenant. J'ai envie de dire qu'on a pris un tout petit peu de hauteur et qu'on va continuer bien sûr à s'occuper des objets politiques en Suisse parce que c'est extrêmement important, mais en remettant peut-être un peu plus l'humain au centre du débat. Et puis, surtout en ayant peut-être un œil un peu plus d'expert plutôt que d'activiste, pour un petit peu aussi changer de public. Et puis on aimerait surtout un petit peu élever le niveau du débat. Ça serait pas mal. Gioia, pourquoi Gioia? Parce qu'en fait, Gioia, pour nous, c'est hyper important que l'humain soit vu aussi à travers sa joie de vivre, parce que la joie de vivre, finalement, c'est le souffle qui vous fait avancer tous les jours, même quand tout va mal. Parce que si vous regardez la situation internationale, aujourd'hui, ou même, nationale, s'il y a pas tout n'est pas très rose. Et alors, on pourrait se dire: «Bah, je reste chez moi et je pleure toute la journée». Eh bien non, on a cette espèce de ce souffle intérieur qui nous permet de continuer à avancer et de profiter quand même de cette vie, qui peut être magnifique. Il suffit de regarder aux bons endroits et elle est magnifique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait absolument mettre ce terme Gioia, il était très important pour nous. C'est une façon d'ouvrir l'humain de manière positive plutôt que d'essayer de l'ouvrir en étant, toujours un petit peu défaitiste et et que ce soit mauvais pour le moral. Donc là, on essaye de faire quelque chose de bon pour l'être humain. Tout à fait, c'est encore plus, gratifiant parce que c'est vrai que dans l'état actuel, on broie que du noir et moi ce que j'ai trouvé pertinent, c'est vrai que et c'est ça qui m'a interpellé et j'ai voulu vous inviter. Vous allez pas sur 4 chemins, vous dites la vérité, ce qu'il faut entendre et c'est vrai que si la population, réagit ou autre, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont reculer, de 2 pas pour justement après revenir plus, doucement, pour nous imposer des choses qu'on ne veut pas. Et donc avant de commencer, moi j'aurais voulu avoir votre point de vue depuis la Suisse. Qu'est-ce que vous pensez au niveau de la situation, internationale, en l'occurrence, ce qui se passe avec l'Iran? Ouh là, mais moi je suis pas géopoliticienne, hein. Je c'est pas mon registre. Et alors, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'une guerre, c'est toujours affreux. Donc que ce soit cette guerre au Moyen-Orient ou que ce soit la guerre, entre l'Ukraine et la Russie, et que finalement, on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment une recherche de paix. Et qu'au final, c'est toujours les populations qui vont payer un très lourd tribut. Heu, alors que ceux qui veulent se battre sont des gens à un niveau,
totalement bien plus élevés que la population et qui, on peut quand même, le penser, n'ont pas grand-chose à faire de la population. Parce que quand vous voyez tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient depuis des années, où il y a eu différentes guerres, hein, on parle de l'Irak, on parle de la Syrie, on parle de la Libye et cetera. Je vais pas tous vous faire tous les faire. Et ben, on se rend compte qu'après ces guerres, alors certes, c'était peut-être pas une démocratie avant, mais après ces guerres, bah, c'est pas mieux, c'est même souvent encore pire et on se rend compte que les pays sont dans un délabrement tel qui est dû bien sûr à la guerre, hem, qu'on se demande vraiment à quoi servent ces guerres, si ce n'est qu'il y a un intérêt économique derrière, très certainement, enfin plus que certainement, lorsqu'on voit, actuellement le baril de pétrole qui s'envole. Mais puis bon, lorsque vous prenez l'essence à la pompe, vous avez tout de suite compris ce qui était en train de se passer, et on sait aussi qu'au niveau de la bourse, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent avec Mmh. juste cette espèce de ces fluctuations du baril de pétrole. Un jour, il est très haut, le lendemain, il y a une autre annonce parce que les annonces sont plus incohérentes les unes que les autres, hein. Donc il y a une annonce, hop, le baril de pétrole monte, il y a une autre annonce, hop, le baril de pétrole redescend. C'est un yo-yo permanent et dans ce yo-yo permanent, il y a des gens qui effectivement, se font beaucoup d'argent, je vous rassure, pas au niveau de la population, mais à un niveau nettement plus élevé et c'est là où on peut quand même se poser un certain nombre de questions. Hem, En tout cas, rien n'est fait pour le bonheur des peuples. D'accord, et la Suisse aussi, elle est aussi impactée comme nous en France? Que c'est vrai que nous, au niveau du gasoil, on est autour de plus de 2 €. Au niveau des tarifs, vous êtes à combien? Alors, nous, on est un petit peu bah, nous, c'est le franc suisse, il est un petit peu plus élevé Oui. que l'euro. On est bon, ça varie des jours il y a des jours à 1,82 j'ai vu et puis parfois 1,92. Donc vous voyez, c'est pareil, on approche les 2 € en fait, on approche les 2 €. C'est identique et puis bien sûr là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de taxes. C'est pas le baril de pétrole, c'est pas uniquement le pétrole qui devient plus cher, c'est également on se demande qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des taxes? En tout cas, les taxes sont pas baissées non plus et alors je ne sais pas si on peut dire j'ai vu une petite vidéo, d'un des parlementaires français dont je me souviens plus le nom, excusez-moi, qui a dénoncé, ça en disant: «Mais le gouvernement, qu'est-ce que vous faites? Il y a 1,44 € de taxes sur 2 € d'essence. Que faites-vous?» Les gens vont devoir choisir entre rouler et manger. Oui, on craint fort que ça arrive, on craint fort que ça arrive. Moi, je vois ça d'une manière encore un peu différente, mais je pense que je suis vraiment pas la seule à y avoir pensé. C'est que ça permettra et on voit qu'il y a déjà des mesures qui sont prises dans certains pays pour limiter, votre, alors, bah, votre consommation bien évidemment, en vous limitant votre plein d'essence. Alors est-ce que vous avez le droit à 50 litres d'essence, 60 litres et cetera? Donc on se rend bien compte qu'à terme, c'est une sorte de confinement, pour pas changer, confinement énergétique. Cette fois, on a eu le confinement, heu, de la pandémie et puis maintenant on se trouve avec un confinement on risque de se trouver avec un confinement énergétique. Alors si le confinement énergétique n'est pas annoncé comme tel ou même si on ne fait pas de mesures pour, diminuer la consommation des gens ou la limiter, eh bien de toute façon je dirais que le prix à la pompe limite de fait et conduit à un confinement énergétique de fait, parce que quand vous pouvez plus si vous pouvez plus partir en vacances parce que votre litre d'essence, coûte, 2,50 €, ça pourrait arriver, hein, il faut pas se leurrer. Bah, oui, c'est un confinement énergétique, hein, mais vous avez pas le choix là, c'est votre porte-monnaie qui vous dicte de rester chez vous et de privilégier, ce que vous allez mettre dans votre réfrigérateur plutôt que ce que vous allez mettre dans votre, plein d'essence et de ne pas partir en vacances. Voilà. C'est ça. Je vous ai posé cette question parce que c'est vrai que moi, ce que ça me fait penser, l'identité numérique, aussi bien le cash, cette partie énergétique fait partie de leur plan. On a eu, comme vous l'avez bien dit, au niveau, des confinements par rapport à la pandémie. Ça, c'était pour moi, hein, c'était déjà l'un des premiers tests. Ils ont Tout à vu fait. que la population a plutôt bien accepté et donc là, ils passent à la deuxième phase, comme vous l'avez bien dit, éventuellement peut-être sur l'énergie et ainsi de suite. Ils vont continuer comme l'identité numérique, donc de toute façon, l'identité numérique, elle existe actuellement, elle est mise en place, ne serait-ce de faire, votre permis de conduire,
toutes les démarches nécessaires, on vous demande l'identité numérique, même sur les réseaux. Oui. Mais c'est tout à fait juste ce que vous êtes en train de dire. Alors nous, en Suisse, par rapport à l'Europe, parce que l'Union européenne, malheureusement, on demande pas aux peuples s'ils sont d'accord ou pas, on leur impose une identité numérique. Nous, on nous a posé la question, puisque la Suisse, est connue pour ses sa démocratie, directe et on a posé la question au mois de septembre au peuple suisse. Alors, ce qu'on avait dit déjà tout à l'heure, mais je vais le répéter, c'est pour dire que comme quoi il y a un changement des mentalités, mais qui est induite par la propagande qui est faite, hein. Je crois qu'il faut bien le comprendre comme ça. Quand on parle aux gens, heu heu, individuellement et qu'on leur explique de quoi il s'agit, on n'a pas du tout la même réaction que la réaction globale. Les gens, quand ils comprennent, ils se disent: «Non, je n'en veux pas». Mais tant qu'ils n'ont pas compris réellement et que quand on a une on je crois qu'on peut parler de propagande d'État parce que je pense que la Suisse, c'est comme la France, il y a, une seule façon de voir les choses, un seul narratif et c'est tout. Et ce narratif vient du gouvernement, ni plus ni moins et les voix dissidentes ne sont pas tellement autorisées à parler. Alors, pour en revenir à l'identité numérique, nous, on nous a demandé en Suisse, donc on nous avait déjà posé la question en 2021 et en 2021, 65 du peuple avait refusé cette identité numérique. Ça avait vraiment été clair et net, on n'en veut pas. Ils sont revenus à la charge, cette année, enfin en 2025 et là, ça a passé alors 20 000 voix d'écart, c'est vraiment pas grand-chose. On a perdu à 20 000 voix, mais le fait est que l'identité numérique a été enfin, va être mise en place dans le courant de l'année 2026. Je sais qu'ils ont quelques problèmes techniques. On s'en réjouit, ça permettra de gagner un petit peu de temps. Mais elle va être mise en place et puis il faut déjà dire que c'est qu'elle est interopérable avec, les identités numériques, européennes, hein. Ça c'est entre guillemets, «c'est le même système», hein. Même si on prétend que le système suisse est complètement sécurisé, c je peux tout de suite vous dire que ça n'est pas vrai, et s'il est interopérable, ça signifie que les données des Suisses, lorsqu'ils traversent la frontière, ils vont en France par exemple, eh bien les données sont, sont, sont en France et que s'il y a un problème en France, bah, les données des Suisses sont aussi impactées, bien évidemment. Alors, au-delà des données, parce que vous allez pouvoir me dire: «Oui, mais bon, sur les réseaux sociaux, on met plein de données». C'est tout à fait exact qu'on met plein de données, mais la différence, c'est qu'on nous oblige pas. C'est parce qu'on est d'accord d'aller sur un réseau social, on est d'accord de l'utiliser et à ce moment-là, on est d'accord de donner de livrer nos données. L'identité numérique, c'est un petit peu différent. C'est parce que même si la loi suisse, alors je ne sais pas comment ça sera à l'Union européenne, mais je pense que ça sera obligatoire. La loi suisse prétend pour l'instant que ça n'est pas obligatoire. Alors, on peut noter dans la loi qu'effectivement ça n'est pas obligatoire, mais pas c'est facultatif, ils mettent que c'est volontaire. Donc déjà, c'est pas facultatif, c'est volontaire, c'est pas tout à fait le même mot. Et puis, on va pas vous obliger à l'apprendre, mais on va vous dire et il y a déjà de nombreux exemples, vous venez de citer, de dire que pour avoir son permis de conduire, il faut l'identité numérique. Alors c'est pas encore le cas en Suisse pour ça, mais c'est le cas pour, par exemple, demander un permis de construire. Vous voulez construire une cabane au fond de votre jardin, eh bien vous allez aller demander un permis pour construire cette cabane et on va vous dire: «Oui, bien sûr, vous répondez à toutes les conditions. Avez-vous l'identité numérique?» «Ah bah non, je ne l'ai pas puisque ça n'est pas obligatoire». «Ah, eh bien, c'est dommage pour vous parce qu'on va pas pouvoir vous délivrer votre permis» et cetera et cetera. Donc, ça, c'est je vous donne un exemple, mais il y en aura, de plus en plus et puis vous allez aussi avoir certainement les entreprises privées qui vont également pour différentes choses et notamment les réseaux sociaux comme on vient de le dire, ils vont demander l'identité numérique, avec, les différentes lois. En France, on voit bien, il y a, le RSA, attendez, c'est ça? Oui, le règlement, sur l'audiovisuel, c'est ça, qui, hem qui va obliger très certainement, qui va censurer les gens, puisqu'on va vous demander votre pour éviter que les jeunes aillent sur les réseaux sociaux, on va demander de vérifier les âges de tout le monde. Pour vérifier l'âge, on va devoir avoir besoin d'une identité numérique. Alors je vous rassure, en Suisse, ça viendra également aussi, parce que nous avons une loi suisse qui est passée devant le parlement, mais qui n'a pas encore, qui peut-être sera soumise au référendum, je l'espère et peut-être le peuple pensera qu'il faut voter non. Mais cette loi était un copier-coller de la loi européenne, ni plus ni moins. Donc, heu, il se passe exactement la même chose en Suisse que dans le reste de l'Europe. Simplement, ça se voit moins parce que nous avons une démocratie directe et que cette démocratie directe permet encore au peuple de s'exprimer. Malheureusement,
même si cela existe, eh bien, on se rend très vite compte quand on est suisse et quand on s'occupe un peu des affaires, de ce qui se passe en Suisse, que cette démocratie est complètement biaisée. Biaisée pourquoi? Parce que nous avons la SSR qui est en fait, l'organe audiovisuel suisse, qui est absolument, hem, au au pied du gouvernement suisse. Donc il n'y a que, comme je vous disais tout à l'heure, qu'un seul narratif, le narratif du gouvernement et puis les voix dissidentes sont fort peu invitées, fort peu écoutées bien évidemment ou carrément censurées. Ça, voilà, le la liberté d'expression, même si elle est contenue dans notre constitution, même si c'est même le pour les États-Unis par exemple, parce que même aux États-Unis vous avez de la censure, un peu moins que chez nous quand même. Eh bien, la liberté d'expression, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Eh bien, elle est, on nous sommes muselés pour beaucoup d'entre nous. Si pas muselés de manière, heu, active, de manière passive puisqu'on nous donne pas la parole ou on nous montre pas. Donc rien que pour cette raison-là, si on ne sait pas que vous existez, votre voix ne même si vous elle n'est pas censurée, si elle n'est pas entendue, ça revient absolument au même. Donc on se rend compte que tout ça se met en place et puis avec l'identité numérique et ben ça permettra même de sanctionner des comportements qui n'ont pas encore eu lieu parce que vous n'avez pas le bon profil. Tout simplement. Donc en fait, heu, vous aurez déjà commis un délit avant même d'avoir pu vous exprimer parce que peut-être on vous croit d'extrême droite ou d'extrême gauche et cetera. Enfin bon, ça c'est peu importe, mais que vous ne répondrez pas, vous ne serez pas un bon citoyen parce que maintenant le bon citoyen, ça n'est plus celui qui obéit à la loi, c'est celui qui a le bon profil. C'est pas tout à fait pareil. Donc qui abonde dans la propagande d'État et là, ça c'est vous êtes un bon citoyen et là, on vous donne la parole, mais on ne donne pas la parole aux mauvais citoyens qui n'ont pas le profil adéquat. Ouais, ça fait réfléchir, contrôle à la chinoise, hein? C'est exactement ça? Alors, c'est parfait que vous parliez de ça parce qu'on a parlé de l'identité numérique et puis, l'identité numérique, c'est le 1er, on va dire le premier Palier. niveau, mais palier, mais essentiel pour mettre en place un crédit à la chinoise. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça va être fait. Ça c'est parce qu'on va vous dire on nous dira en tout cas: «Mais nous avons des constitutions qui interdisent qu'on mette un crédit social» et cetera et cetera. Ça, c'est ce qu'on vous dit, mais vous savez que les lois, elles peuvent changer, elles peuvent évoluer et elles peuvent Oui, être interprétées. Et on a vu pendant la crise, de la pandémie qu'elles ont été largement interprétées. Il y a beaucoup de droits fondamentaux qui ont été bafoués pendant la pandémie, en Suisse, comme dans tous les pays d'ailleurs. Et donc, vous voyez à quelle vitesse ça peut évoluer. Donc, on commence avec l'identité numérique. Cette identité numérique, c'est la clé, on peut vraiment parler de clé à la mise en place de la monnaie numérique. Alors, la monnaie numérique, elle est émise par la banque centrale. Alors, jusque-là, on se dit, bon, monnaie numérique ou autre chose, pourquoi pas? Heu, bah, non, pas pourquoi pas, parce que la monnaie numérique, elle a une qualité particulière, c'est c'est qu'elle est programmable. Alors bon, programmable, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que votre monnaie, elle peut être soumise à une échéance, par exemple. Donc votre monnaie, ce que vous avez sur votre compte en banque, qui sera, heu, qui sera, qui sera, détenue à la banque centrale de votre pays ou même à la Banque européenne, centrale européenne. Ça, on n'y est pas encore, mais bon, on s'approche. Et cette monnaie numérique, vu qu'elle est programmable, elle peut aussi être, j'ai dit soumise à échéance, donc pour expliquer simplement, soumise à échéance, ça voudrait dire que vous avez sur votre compte en banque 50 000 € par exemple et qu'on vous dit, ben, d'ici, 2030, ces 50 000 €, heu, soit vous les avez dépensés, soit s'il vous reste quelque chose sur votre compte, eh bien, elle sera échue votre monnaie, comme un bon. Vous savez quand vous avez un bon pour un cadeau et puis si vous n'avez pas été le chercher en temps, eh bien, bah, tant pis pour vous. Ben, ce sera exactement pareil. Donc on ne sait pas où l'argent repartira, mais on s'imagine bien qu'elle repartira à l'État, bien évidemment, que le montant repartira à l'État. Ça, c'est une possibilité. Ça peut aussi être que une partie de votre salaire qui sera sur ce compte en monnaie numérique, on dira, bah, par exemple, pour votre loyer, vous aurez droit à 30 de votre salaire pourra être attribué à votre loyer. Donc si vous avez un salaire de 1 000 €,
eh bien 300 € pour votre loyer. Vous ne pouvez donc pas avoir un appartement qui ferait 350 € ou et cetera et cetera. Voilà, ça c'est un exemple. On peut aussi parler, sur le carburant, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, de dire: «Eh bien écoutez, vous avez 500 € par mois de, ou même ça peut même être pour les transports. Alors admettons que vous avez tout à fait l'argent sur votre compte, hein, vous pouvez dépenser plus que 500 € en carburant pour partir en week-end, exemple. Et bah, non, vous pourrez pas partir même si vous avez plus que ça, parce que vous aurez dépensé déjà votre quota de 500 € de carburant. Donc on voit très bien que, on arrive de cette manière-là à contrôler absolument, par les dépenses notamment, tous les, la population, globalement. Et la clé, c'est cette identité numérique. Sans identité numérique, il n'y a pas de possibilité de mettre en place cette CBDC qui ouvre le compte, si vous voulez, pour le faire simple, hein. Donc D'accord. on voit toute l'importance de conserver l'argent liquide. Alors ça me permet de rebondir sur encore une fois sur la Suisse parce qu'on est un petit peu un laboratoire pour tout ça, on voit ce qui se passe en Suisse, et puis on voit comment réagit le peuple et c'est assez intéressant. Alors récemment, là, le 8 mars, nous avons eu une votation sur justement une initiative qui visait à introduire dans la constitution un article, hem, qui protégeait les pièces, c'était bien clairement écrit, pièces et billets, et que ces pièces et billets, si on voulait les supprimer ou si on voulait changer, mettons qu'on ait plus d'une devise en francs mais en euros, admettons, eh bien ça devait impérativement passer par un vote du peuple. Alors, le Conseil fédéral, qui est notre gouvernement, n'a pas vu ça d'un œil, il est pas très content. Ils nous ont fait un contre-projet, ils nous ont concocté un contre-projet. Alors en Suisse, le contre-projet, c'est quand en fait, le gouvernement n'est pas complètement contre l'initiative prise par les citoyens de faire inscrire quelque chose dans la constitution, mais il estime que le projet est pas abouti ou qu'il est pas assez précis, enfin, peu importe, et il en fait il fait donc un contre-projet où les Suisses seront appelés à se déterminer: est-ce qu'on vote l'initiative ou est-ce qu'on vote le contre-projet? Et dans le contre-projet figurait non pas pièces et billets, mais numéraire, tout en nous expliquant que numéraire, c'est la même chose que pièces et billets. Et alors, c'est là où était toute la problématique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, c'est vrai et c'est faux, parce que numéraire, bien évidemment que dans le numéraire, vous avez les pièces et les billets, mais pas que. Vous avez les chèques, vous avez les cartes bancaires, et à terme, vous aurez aussi les CBDC. Si elles arrivent, elles rentreront dans le numéraire. Ce qui signifie que inscrire l'argent liquide dans la constitution, bah, ça aurait été utile de mettre argent liquide ou de mettre pièces et billets, parce qu'on ne pouvait plus les supprimer. En revanche, en mettant numéraire, on comprend très bien que s'il reste, mettons, que les CBDC, ça sera considéré comme numéraire, comme dans la constitution, il sera inscrit numéraire, et c'est ce qui va arriver, eh bien, on pourrait supprimer le cash, enfin, c'est-à-dire les pièces et les billets, et de ne laisser que des CBDC. Alors on va me dire: «Ouais, mais bon, finalement, ça sert à quoi le cash? C'est vieillot», d'ailleurs le World Economic Forum, ça fait déjà, bien longtemps qu'il le dit. Effectivement, ça fait au moins 10 ans qu'ils disent que le cash, c'est complètement has-been, qu'il faut arrêter avec ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque vous payez encore en pièces et en billets, vous restez complètement anonyme. Il n'y a pas de trace de vos achats. Alors vous allez me dire: «Mais bon, on s'en fiche». Il y a beaucoup de gens qui disent: «Moi, je m'en fiche, je n'ai rien à cacher». Oui, mais c'est pas parce qu'on n'a rien à cacher, et tout le monde a quelque chose à cacher, sachons-le, mais c'est pas parce qu'on n'a rien à cacher qu'on a envie que tout le monde le sache, hein. Ça, c'est 2 choses différentes, et lorsque vous payez en carte, eh bien, on sait exactement ce que vous avez acheté, à quel endroit, à quelle heure et peut-être même avec qui vous l'avez acheté. Donc il n'y a plus aucun anonymat, vous êtes pieds et poings liés. Le pouvoir des pièces et des billets, c'est justement d'être anonyme et de passer sous les radars, ce qui ne signifie pas qu'on commette des infractions. Alors bien évidemment, on nous dit: «Oui, mais bon, le cash, franchement, c'est dangereux, pour le blanchiment d'argent». Non mais ça me fait rire parce que, vu que de toute façon les transactions en cash sont limitées, à très peu, voire même, il y a des établissements qui ne prennent plus de cash du tout. Je pense que vous le constatez en France et dans une grande partie de l'Europe. Il y a beaucoup d'établissements qui n'acceptent plus le cash.
Donc déjà, pour cette raison-là, ça complique et puis ne me dites pas que les gens qui enfin les malfaiteurs qui s'occupent de détourner de l'argent et de le blanchir, heu, c'est en cash qu'ils le font. Non, c'est en monnaie, scripturale qu'ils le font et voire en monnaie numérique. Parce que ce sont c'est des grands stratagèmes pour blanchir beaucoup d'argent et non pas ma boulangère qui va mettre 50 centimes, de côté. Ça n'a rien à voir. Donc c'est un argument qui n'a aucun poids. Mais on me l'a servi, régulièrement en me disant que c'était pour éviter le blanchiment d'argent. Bon, on se rend bien compte que c'est n'importe quoi. Il y a une autre problème problématique au cash, c'est qu'effectivement, c'est important de garder du cash, mais ce qui serait encore plus important, mais qui n'est pas noté dans la plupart des lois et pas dans le droit suisse non plus, c'est de l'obligation pour les établissements d'accepter le cash. On vient de le dire tout à l'heure, il y a beaucoup d'établissements qui n'acceptent plus le cash. Donc ce qui aurait été intéressant, et c'est là où cette initiative, elle était un peu elle manquait de consistance. C'était non seulement de mettre pièces et billets, mais de dire expressément que le cash devait être accepté comme moyen de paiement. Ça a malheureusement pas été le cas, ce qui fait que, on peut même imaginer que même en laissant des pièces et billets, si plus personne n'accepte vos pièces et billets, vous faites quoi? Voilà. Ça vous sert plus à rien non plus. Mais dans tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle. J'ai vu, je crois cette semaine ou la semaine dernière, un article parce qu'il y avait un pays qui était, en avance sur, la monnaie numérique. C'était la Suède et Tout elle à a fait. fait marche arrière, elle est revenue au liquide. Alors, Donc, c'est pas tout c'est à quand même fait une bonne nouvelle, non? alors je suis entièrement ils se sont rendus compte que ça fonctionnait pas. Mais la Suède, elle a beaucoup d'avance sur nous, sur beaucoup sur plein de sujets dont on parlera peut-être pas ce soir justement, mais sur plein de sujets et elle revient en arrière. On se rend compte qu'elle revient en arrière sur beaucoup de ces sujets et notamment, vous le dites très justement, sur l'argent liquide. Parce qu'en fait, en Suède, vous ne pouviez payer plus qu'en carte. Alors il y a quand même au moins 90 des transactions qui ne se font plus qu'en carte. Mais ils se sont rendus compte que, il y avait un problème qu'il n'y ait pas d'argent liquide. Bah, prenez tout simplement, les SDF, ça existe les SDF. Vous faites comment pour donner une petite pièce à un SDF et lui, il fait comment, une fois qu'il a s'il a pas d'argent liquide et qu'il a pas de compte en banque? Parce qu'il faut pas oublier, ça c'est surtout un truc qu'on oublie très souvent, c'est qu'en Europe, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais il y a près de 50 millions de personnes qui n'ont pas qui sont débancarisées. Donc c'est énorme le nombre de personnes qui n'ont pas de compte en banque. Donc comment font-ils, hein? S'ils n'ont pas de cash, comment font-ils? Donc je pense que la Suède s'est rendue compte qu'il y avait quand même un certain nombre de problèmes et ils ont dû créer une nouvelle législation pour réintroduire l'argent liquide, dans leurs lois et que ça soit accepté comme moyen de paiement. Tout à fait. Donc je suis d'accord avec vous, c'est une excellente nouvelle qu'en Europe, il y ait des pays qui exercent un rétropédalage, bienfaiteur, on va dire. Oui, tout à fait. Donc le cash est souvent présenté comme un symbole de liberté, mais, historiquement, la liberté économique ne dépend-elle pas davantage des institutions, que du moyen de paiement? Alors oui, mais la différence, alors je parfaitement. Les institutions, c'est ça l'important. Effectivement, c'est les institutions qui vous donnent ou pas votre liberté. Mais le fait de pouvoir faire des transactions en cash vous laisse un petit îlot de liberté monétaire, alors pas sur le plan international, mais sur votre plan personnel et privé et c'est quand même très important au niveau des droits fondamentaux, des droits individuels, des personnes. C'est là où c'est important, mais effectivement qu'il vaut mieux que ça soit protégé par une loi plutôt que ce soit protégé par le cash. Les libertés soient protégées par les lois plutôt que par le cash. Ça, c'est certain. Mais on se rend compte qu'on rogne nos libertés petit à petit et donc le cash est un des derniers îlots de liberté, d'anonymat, comme je l'expliquais tout à l'heure, hem, qui bien évidemment devrait être protégé par nos institutions. Alors, si on regarde nos démocraties à l'heure actuelle, vous avez, beaucoup de règlements qui sont censés protéger nous protéger et protéger nos libertés, mais au final, dans les faits,
Qu'est-ce qu'on constate? Que ça n'est pas le cas. On l'a vu au travers des crises qu'on a traversées et la pandémie a vraiment, vous l'avez très justement dit, a été un test, malheureusement réussi par le peuple, hein, comme quoi il est tout à fait d'accord qu'on lui prenne sa liberté, au nom de la sécurité. On le sait, heu, sacrifier sa liberté au nom de la sécurité, finalement, vous n'avez ni l'un ni l'autre, parce que la sécurité, jamais vous l'avez, c'est une chose qui est certaine et là, en plus, vous perdez votre liberté. Et ça, on l'a vu avec la pandémie, on le voit avec, l'abandon du cash, où les gens disent: «Mais ah mais c'est plus pratique» et puis on vous explique qu'avec les cartes, c'est juste technique. C'est toujours l'argument est toujours: «Mais c'est juste, un avancé de la technique». Alors oui, je nie pas, c'est plus facile de payer avec une carte, ça va plus vite, bien sûr que c'est plus pratique. Mais il faut voir tout ce qu'il y a derrière. Le problème n'est pas que ça soit pratique ou pas pratique, le problème est dans quel type de société avons-nous envie de vivre dans les décennies qui vont venir? Parce qu'on se rend bien compte, si vous prenez, même les années 90 et maintenant, si vous regardez la différence, comment les gens vivent maintenant et comment ils vivaient dans les années 90, c'est quand même pas si loin que ça, c'est, allez, un peu plus de 30 ans. Hem Et les choses ont radicalement changé. Alors, on a observé un gros changement à partir de 2020, certes, parce qu'on a eu cette pandémie qui a permis de mettre en place tout ce dont on vient de parler, mais il y avait déjà tout était déjà dans les tuyaux avant, hein. Ça remonte à des dizaines d'années où petit à petit, on rogne nos libertés et pour en arriver à un moment donné où on est dans une société totalement différente de celle dans laquelle on était. Alors moi, je sais pas, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je suis pas en train de je ne vais pas juger. Si les gens pensent que c'est mieux pour eux, très bien, mais il faut qu'ils soient conscients de ce qui se passe exactement. Le problème, il est surtout là. Si tout le monde est d'accord, tout le monde s'accorde à vouloir une société qui est beaucoup plus contrôlante au nom de la sécurité, bon, ben, on n'a pas trop le choix quelque part, hein. À un moment donné, on est obligé de s'y plier. Peut-être que c'est mieux, je sais pas, je n'ai pas d'opinion là-dessus. À titre personnel, j'y tiens pas, parce que j'ai pas vécu comme ça, toute ma vie, donc pour moi, c'est un changement qui est, inacceptable. Je ne peux pas accepter de perdre ma liberté ou ce qui m'en reste, hein, on va plutôt dire ça, ce qu'il reste de liberté, parce que liberté signifie aussi responsabilité. Je pense que là aussi, il y a un gros débat là-dessus, hein, parce que, finalement, ne plus être, libre, c'est ne plus avoir aucune responsabilité. C'est remettre votre responsabilité, votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Peu importe, hein, ça peut être l'État, c'est l'État papa-maman parce qu'on est quand même dans un État papa-maman. On vous dit tout ce que vous devez faire et tout ce que vous ne devez pas faire. Ça, c'est papa-maman. C'est pas vous, en tant que citoyen souverain, qui prenez des décisions. Non. C'est de moins en moins le cas. Et il y a encore quelques individus qui disent non, qui veulent rester souverains et les souverainetés, vous voyez que les souverainetés personnelles sont attaquées et bien évidemment, les souverainetés des pays, ça va ensemble. La souveraineté d'un pays n'est que la somme de de toutes les souverainetés, à l'intérieur de celui-ci. Si la souveraineté personnelle tend à fondre, eh bien vous aurez la souveraineté du pays qui fondra, de la même manière. C'est parfaitement logique. Ouais et puis c'est vrai que ça, ce que vous dites, c'est intéressant parce que on prend un exemple tout simple, quand vous allez dans une boulangerie acheter votre baguette et que vous payez en liquide, payez la TVA qui se doit et le reste va, au commerçant. Alors que si on paye avec une carte bleue ou autre, bah, vous avez différents intermédiaires et en fin de compte, le pauvre petit boulanger, au lieu de recevoir sa somme juste par rapport au TVA, bah, il se retrouve avec une toute petite somme. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que votre billet de 50 €, si vous allez acheter des fleurs, admettons, on va acheter des fleurs chez la fleuriste pour 50 €. Elle, si elle reçoit un billet de 50 €, avec ce même billet, elle pourra acheter, 50 € de fourniture, de fleurs, oui, au grossiste, qui lui-même avec ses 50 € pourra acheter, on va dire, du terreau, admettons, et à la fin de la journée, vous aurez toujours 50 €, un billet de 50. Lorsqu'on paye par carte, bah, vous allez avoir 50 € moins ce que les banques, parce que bon, bien sûr, vous avez aussi la partie de la banque, qui enfin les 2% ou 3%, ça dépend des cartes, qui sautent, donc
la fleuriste ne touchera pas 50 mais 48 et puis ensuite elle ne pourra acheter que pour 48 francs de fleurs et non pas pour 50 alors qu'en principe elle en a vendu pour 50 et cetera et cetera. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, vos 50 €, ils vaudront plus que 25 vraisemblablement ou même moins ou même plus rien, suivant le Ouais, nombre de transactions. Voilà. c'est ça. Vous avez parlé de programme tout à l'heure. Alors, et je pense qu'il y a une différence qu'il faut comprendre, c'est que, le alors bon, je prends le franc suisse. Quand le franc suisse était lié à l'étalon or, donc c'était une garantie de la valeur du franc suisse. La monnaie programmable, c'est pas ça, c'est l'usage de la monnaie. C'est pas la garantie de la monnaie, c'est l'usage de la monnaie qui devient complètement différent. Qui n'est plus du tout celui que vous avez l'habitude, c'est autre chose puisqu'elle est programmable. Jusqu'à présent, la monnaie, un billet de banque, il est pas programmable, hein. C'est 100 francs, c'est 50 francs, mais il n'est pas programmable. Vous pouvez rien faire avec ce billet de banque, si ce n'est faire des transactions, c'est tout. Voilà, c'est un moyen de paiement. Mais la moy la ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur cette monnaie programmable, donc qui est l'usage et non plus la valeur, mais l'usage de la monnaie, eh bien là, vous pouvez programmer en disant, comme je disais tout à l'heure, 30 sur, pour le loyer et cetera, pour le carburant ou une échéance de cette monnaie. Donc on voit que c'est l'usage de la monnaie et non plus la garantie de la monnaie. Donc oui, c'est un cataclysme. Je crois qu'il faut bien comprendre que c'est un cataclysme on n'a jamais utilisé la monnaie de cette manière-là. C'est Ouais, jamais. C'est complètement nouveau. C'est un nouveau paradigme et je pense que c'est là où la plupart des gens ne comprennent pas je comprends qu'ils comprennent pas parce que c'est pas évident de comprendre ces histoires de monnaie numérique. Ça n'est pas évident à comprendre et en plus, on fait rien pour leur expliquer. On leur explique que ça va être la même chose. On vous dit l'euro numérique, mais on vous explique pas qu'il y a une grosse différence entre l'euro numérique ou votre billet ou votre pièce de 1 €. Ça a strictement rien à voir. Et ça, on n'explique pas. Le 1 €, c'est la valeur de la pièce ou bah, qui est plus liée à l'or maintenant, mais qui est liée à la confiance dans les banques. Bon, c'est moyen, mais enfin bon, quand même, ce serait la valeur, alors que la monnaie numérique, c'est un problème de la façon d'utiliser la monnaie qui est totalement différent et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Moi, j'ai un peu de mal, avec, et vous l'avez bien dit sur, ce qu'ils veulent mettre en place, là, l'euro, numérique. Ça me fait penser pareil, par rapport au confinement qu'on a eu. Je peux m'imaginer, vu que ça va être programmable, toutes les institutions de cette fameuse pyramide, même aussi bien du citoyen, s'ils voient que vous ou moi, on se conforme pas à leurs demandes, et ben, il peut être le petit flicage comme on a eu pendant le covid. Bien évidemment, bien évidemment. En plus, on bon, déjà à l'heure actuelle, on voit très bien que en Suisse, je dis je me plais à dire, c'est pas très sympa pour les Suisses, mais bon, je me plais à dire que la délation est le sport national suisse. Bon, voilà. Vous pouvez pas imaginer, si vous tondez votre gazon entre, 12:00 et 2 heures et que c'est interdit, vous avez rapidement des ennuis. Vous avez la commune qui va vous téléphoner: «Oui, on a un sait que vos voisins, il y a» donc voilà et c'est juste tondre son gazon, hein, c'est pas des choses extraordinaires. Donc on peut imaginer tout à fait que si vous n'avez pas un comportement conforme par rapport bah, par exemple, aux normes qui vont être constituées pour la monnaie, pour cette monnaie programmable, bien sûr que vous pouvez imaginer beaucoup de de dérives possibles des êtres humains. Bon, ça c'est l'être humain, j'ai envie de vous dire, hein, ça a toujours été comme ça, je doute fort que ça change demain. Heu, Mais la voilà, on met une arme, supplémentaire, dans les mains de personnes pas forcément bien intentionnées. Bah, c'est clair. Demain, vous avez un conflit avec votre voisin, il a juste à cliquer sur un bouton pour dire: «Bah, je suis pas d'accord avec lui». Paf! On vous coupe votre compte. Oui, alors, c'est intéressant que vous me parliez de ça parce que, bien évidemment, voilà, on pousse les choses à l'extrême et j'aimerais bien Oui, oui, oui. qu'on fasse pas peur aux gens ce soir quand même, hein. Mais vous avez raison quand même, je suis obligée de dire vous avez raison, ça pourrait tout à fait arriver. Bon, parce que vous voyez très bien que si vous avez un profil, sur les réseaux sociaux qui ne plaît pas au gouvernement, vous êtes censuré. Ça, c'est censuré encore limite, bon, c'est un moindre mal. Mais, heu on va aller plus loin et je vais vous parler de l'affaire Jacques Beau. Est-ce que ça vous dit quelque chose l'affaire Jacques Beau?
Pas du tout. Alors l'affaire Jacques Beau, c'est un truc retentissant en Europe. Et vous verrez que, ça pourra s'appliquer à n'importe quel individu par la suite. C'est un ancien colonel, suisse, qui a travaillé dans le renseignement, qui a travaillé à l'OTAN, qui était, un homme, très connu en Suisse, enfin disons dans le militaire. Il est même connu, Ah si, ça passablement. y est, je vois c'est qui. Vous voyez qui c'est? Voilà. Oui, Et ce monsieur donc qui est suisse, qui habite à Bruxelles, et qui a fait des analyses sur la guerre en Ukraine. Je tiens à préciser qu'il n'a fait que des analyses et qu'il n'a pris que ses sources ne sont que des sources occidentales. Donc il n'a pas été chez les Russes pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Il a pris des sources occidentales et c'est un militaire, de carrière, donc il sait quand même de quoi il parle. Et ces analyses n'ont pas plu notamment au gouvernement français, puisque c'est Jean-Noël Barrot qui a demandé à ce que l'Union européenne, prenne des sanctions contre Jacques Beau. Ce monsieur s'est vu assigné à domicile, on ne peut pas dire autrement, donc il y est toujours depuis le 15 décembre, je tiens à préciser. On lui a coupé tout, on peut dire qu'on lui a coupé les vivres, hein. On lui a tous ses comptes, il n'a plus accès à aucun de ses comptes. Il a un périmètre, de circulation, limité, dans Bruxelles, enfin je ne sais pas exactement. Et tout ça parce qu'il s'est simplement exprimé. Mais ouais, son profil ne plaît pas et comme son profil ne plaît pas et bien, finalement, c'est une façon si vous y réfléchissez, il est en régime carcéral, on peut c'est ça. carrément dire, puisqu'il peut pas bouger, il a un périmètre, il va faire sa petite promenade, il revient, il est chez lui, et en plus il doit c'est le gouvernement, belge qui définit combien il a le droit pour quelle dépense. Parce qu'au début, il pouvait même plus payer son loyer, puisqu'on lui avait tout coupé. La Suisse a repris les mêmes sanctions contre monsieur Beau, alors qu'elle-même n'est pas normalement n'est pas partie prenante dans cette Oui, affaire. Donc c'est absolument hallucinant. Donc vous voyez, ça s'applique à un monsieur qui a un peu pignon sur rue, parce qu'il a pignon sur rue, il est quand même dans tous ces milieux, il est bien connu. Ce monsieur, simplement pour s'être exprimé, on lui coupe tout. À terme, bah, ça arrivera, pour les citoyens qui n'ont pas un comportement et j'ai même c'est même pas comportement, c'est même un profil. Vous voyez ce qu'on est en train de dire ce soir? Je pense pas qu'on soit dans le bon profil. Je veux pas dire, mais je pense pas qu'on est dans le bon profil. Eh bien, on pourrait tout à fait être sanctionné et ce serait très facile de nous sanctionner. Une fois que vous avez l'identité numérique et que vous avez un compte en monnaie numérique, il est très facile avec un clic, comme vous le dites très justement, de vous couper, on peut même vous couper l'électricité, allons-y gaiement, hein, mais il c'est suffit de ça. vous vivre et puis voilà et vous êtes en régime carcéral sans être en prison. Je crois qu'ils avaient été même, encore plus loin. C'est qu'ils s'étaient même exprimés sur les réseaux où des amis qui avaient, justement, parlé de sa situation, ils étaient venus en aide pour de la nourriture et tout et même ça, on lui a refusé. Alors, et c'est tout à alors ça lui a été refusé et en plus les personnes qui tentent d'aider à l'heure actuelle encore, si vous tentez d'aider Jacques Beau en lui envoyant de l'argent, et bien, c'est vous-même vous allez être sanctionné. Ça, c'est sûr et certain. Vous-même vous allez être sanctionné, donc vous ne pouvez pas le faire. De toute façon, il aura pas l'argent et vous allez être sanctionné. La seule manière de l'aider, c'est éventuellement d'aller le voir et de lui amener, quelques billets de cash. Donc on voit tout l'intérêt du cash. Alors typiquement dans cette situation, c'est assez cocasse, mais effectivement que le cash là peut vous sauver. On sait que les banques centrales ont toujours eu un pouvoir, monétaire. Avec, la monnaie numérique, est-ce que ça va changer? Moi, je pense que ça va changer fondamentalement la donne, du sens que c'est peut-être eux qui prendront le pouvoir, au-dessus des présidents, des dirigeants. Bon, j'ai quand même envie de vous dire que c'est déjà un peu le cas. Oui, Mais c'est déjà un peu le cas. Mais bon, bien évidemment et puis bon, prenez la banque centrale, suisse par exemple, ce qui vont revenir juste 10 secondes ouais, à l'affaire cash, pour les votations suisses. Dans la constitution sera inscrit que c'est la BNS qui veille à ce qu'il y ait suffisamment de numéraires et non pas la confédération. Alors, c'est là où c'est aussi ça brouille les pistes parce que la confédération, OK, c'est votre pays, ça a du sens, c'est des gens qui ont été élus par les individus, donc qui sont censés vous représenter.
La BNS, c'est pas le cas, hein, la Banque nationale suisse, qui est la banque centrale suisse, eh bien, c'est une société anonyme qui est dirigée par que quelques personnes et ces quelques personnes viennent de la haute finance, bien évidemment et je crois qu'on peut dire, ils font la pluie et le beau temps. Mais jusqu'à présent, ils faisaient la pluie et le beau temps au niveau, monétaire, c'est-à-dire au niveau des taux d'intérêt, ce qui peut déjà avoir une grosse influence, hein, au niveau des taux d'intérêt. Là, c'est avec les CBDC, c'est totalement différent, c'est programmable. De nouveau, on se trouve à un autre niveau. Du niveau on va dire un peu supérieur avec la politique, on va dire la politique monétaire, on descend un cran plus bas, où là, on s'attaque carrément aux citoyens. On contrôle le citoyen. C'est là où ça devient encore plus grave et vous l'avez très justement souligné, ces gens, on les connaît pas et ils sont même pas ils font pas partie de nos gouvernements. Ils font pas partie des institutions. Ils sont hors institution et en fait, vous prenez la Banque nationale suisse, elle est plus secrète que les services secrets suisses, hein. Les services secrets suisses, vous pouvez encore avoir des informations sur eux, ils sont encore contrôlés par le parlement. La Banque nationale suisse, non. C'est complètement fermé. Donc et c'est ces gens-là qui vont pouvoir, qui auront le pouvoir de mettre en place cette monnaie numérique, et ce qui signifie que vous on comprend très vite que quelques personnes peuvent complètement, hem, rebattre les cartes comme ils le veulent et le la population n'a pas voté pour ça, hein, puisqu'on ne sait pas qui sont ces gens et ils ne sont pas élus. Et en plus, s'ils sont pas élus, vous faites recours comment contre eux? Vous pouvez même pas. Bah oui, parce qu'ils sont derrière, on sait pas, ils sont bien protégés. Ah oui, ça, c'est certain. Et puis bon, c'est finalement, vous remettez le pouvoir d'un État est entre les mains de quelques privés et en Ouais. général, on me dirait ces privés, ils sont eux-mêmes rattachés à des grands groupes, pour pas les nommer, BlackRock, Oui. State Street, par exemple. Par exemple, oui, je vais vous raconter une petite histoire que je crois que les Français savent pas, c'est qu'en Suisse, nous avons les rentes ADS, donc c'est la rente, vieillesse, hein. Et donc votre retraite, je veux dire, c'est les retraites. Le régime des retraites, nous avons donc un fonds et ce fonds, eh bien, imaginez-vous que le gouvernement suisse a remis ce fonds, il est géré par State Street, par donc les États-Unis. Voilà, ce sont des fonds suisses émanant d'employés suisses. Pour des Suisses. Et non, ils sont gérés par les Américains. Donc vous pouvez bien imaginer, qu'un jour, si les Américains sont pas très contents avec les décisions que pourraient prendre les Suisses, bon rassurez-vous, en général, les Suisses se plient à la volonté des États-Unis, comme la plupart des États d'ailleurs, puisque nous sommes en Europe les vassaux des États-Unis, il faut quand même, le dire. Eh bien, on peut imaginer qu'ils nous coupent le robinet. Ils disent: «Ah bah tiens, on n'est pas tellement content avec votre décision. Bon, on va peut-être pas, bah, les rentes, on va les garder pour nous». Ou ils pourraient même on pourrait imaginer qu'il y a un crash boursier aux États-Unis et que nos rentes, se trouvent là-dedans. Ça aussi, ça peut arriver. Donc voilà. Je vais être encore un petit peu plus méchant, ils ont pas besoin d'aller aussi loin, ils ont juste 2 leviers, Visa et Mastercard. Ah oui, déjà là, oui, tout à Donc fait. ils peuvent, déjà, ils ont le monopole et donc ça peut aller, très loin. Puis vu la situation actuelle, avec le président des États-Unis, on est un petit peu, mal barré comme on dit. Oui. Et puis, est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé l'été dernier avec les droits de douane? Parce que la Suisse, elle a été, vraiment, pilonnée par les droits de douane américains. L'Europe a payé 15%. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 15% de droits de douane, ce qui est d'ailleurs devrait pas être le cas, mais bon, ça c'est un autre débat. Et la Suisse, qui se croyait protégée par les États-Unis, que ça allait tout bien se passer, on s'est vu attribuer 30% de droits de douane. Et nous, sommes des gros commerçants avec les États-Unis. Donc, nous, ça nous fait très, très mal. Et on se dit: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait?» Le président Trump décide de mettre 30%. Bon, après, c'est un peu la technique de Trump, il arrive avec, quelque chose de monstrueux et puis quelque temps après, il revient avec quelque chose de plus acceptable. On se dit: «Ouf!» C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas grâce à notre gouvernement, mais grâce à quelques industries suisses et industriels suisses qui sont allés discuter avec Trump et non pas notre gouvernement qui aurait dû le faire. Enfin, notre gouvernement a accompagné, mais c'est pas eux qui ont
qui ont discuté. C'était vraiment les industries qui ont pu discuter avec Trump et il est revenu à 15 comme le reste de l'Union européenne. Mais de toute façon, on n'aurait jamais dû même accepter 15. On a accepté, on s'est dit: «Ouf, on a échappé au pire» et c'est toujours comme ça que ça fonctionne, en fait. Il y a c'est une ça, annonce de quelque chose de terrible et ensuite mais vous voyez que dans tous les gouvernements, ça se passe comme ça. On vous annonce, on vous assène un truc terrible et quand on revient en arrière, vous acceptez et ça, c'est valable pour tout le monde, pour les peuples notamment, on accepte quelque chose qui était déjà inacceptable. Mais on l'accepte. Parce qu'en fait, on vous fait le coup d'aller tellement loin que vous avez tellement peur, toujours le même mécanisme, le mécanisme de la peur et ensuite on revient en arrière, vous dites: «Ouf, on l'a échappé belle, oui, mais quand même, vous auriez même pas dû c'est même pas ça que vous devriez accepter, c'est de toute façon inacceptable» et on en est là et ça se passe comme ça régulièrement avec les États-Unis. c'est ça et puis en plus, on a la preuve aujourd'hui avec, le pétrole. Ah bah, alors là, il fait la pluie et le beau temps. C'est Alors flagrant là, hein. alors Si les là, gens n'arrivent pas à le voir, oui, non là, il fait la pluie et le beau temps, hein, Trump là. ouais, Alors, c'est-à-dire que d'un individu, d'un être humain, vous passez à un citoyen administratif, c'est tout. Point. J'ai envie de vous le dire comme ça. Alors moi, je suis pas technophobe, attention, pas du tout. Je pense qu'il y a plein d'avancées technologiques où, bah, par exemple, on pourrait pas se parler ce soir si on n'avait pas eu des avancées technologiques. Donc il faut pas cracher dessus. Simplement, c'est comme un couteau. Un couteau, ça peut être une arme, tout dépend de qui l'emploie et comment. C'est toujours la même histoire. Quel est l'objectif derrière? Si l'objectif, c'est de faciliter la vie du citoyen, moi je suis tout à fait pour l'identité numérique, vous comprenez très rapidement que c'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est de contrôler, l'être humain. Ça a toujours été comme ça, mais à travers les âges, à travers l'histoire, on le sait, un gouvernement a toujours tendance à vouloir tout centraliser, d'une part et d'autre part, à contrôler, ses citoyens. Donc là, on est en plein dedans avec l'identité numérique, ouais et le modèle, du, chinois, du crédit social, aujourd'hui, est-ce que c'est réellement transportable en Europe? bon, l'avenir nous le dira, hein. On va vous dire qu'il y a des garde-fous, que nous avons nos constitutions, que nous sommes en démocratie. Bon, c'est discutable aussi vu la censure qu'on fait, on peut se demander si on est en démocratie. On peut en tout cas se poser la question de, on entend quoi par démocratie? Et je parle pour toute l'Europe, Suisse y compris. Vraiment, on peut se poser la question. Moi, j'ai tendance à dire qu'on est en démocrature, j'aime bien. Ça permet de ou en démocratie, hem, dirigée. Voilà, c'est une façon polie de dire qu'on ne l'est plus vraiment. Ou alors il faut revoir la démocratie et la définition de la démocratie. Hem, du coup, j'ai perdu le fil, excusez-moi. On parlait du modèle chinois du crédit Oui. social. D'accord. Alors déjà, eux, leur pays, il est, tellement plus grand que le nôtre et puis est-ce qu'on sait exactement ce qui se passe en Chine? Non. Il y a des provinces, je le sais parce que j'ai une amie qui a un petit peu voyagé en Chine et encore je dis bien un petit peu parce que la Chine est immense. Elle a pu quand même revenir en me donnant un ou 2 témoignages, de ce qu'elle a vu. Alors il y a des États où effectivement l'identité numérique est très fortement implantée. Il y en a d'autres où c'est beaucoup moins parce que c'était immense la Chine. Ça n'a rien à voir avec nos pays d'Europe. Hem et effectivement vous avez une sorte de crédit social, mais quand on vous dit, vous allez être fiché à droite à gauche si vous avez pas le bon comportement, oui, ça arrive, mais non, c'est pas que ça du tout. Et puis je pense qu'il y a une chose qu'il faut bien mettre en évidence, c'est que bon, d'une part, c'est un grand pays, d'autre part, c'est pas une démocratie, bon, en tout cas pas comme, on la conçoit, et surtout, depuis maintenant, plusieurs décennies, vous vous rendez compte que le niveau de vie des Chinois augmente. Et alors il y a une identité numérique, il y a une sorte de crédit social, mais le niveau de vie augmente régulièrement. Les Chinois et typiquement quand vous êtes un entrepreneur chinois, on vous met pas les bâtons dans les roues. Vous Oui, pouvez vraiment ce qui est pas le cas, vous prenez l'Europe, c'est une autre histoire, hein. Heu, donc on voit que bon, peut-être qu'effectivement il y a un crédit social, mais il y a aussi d'autres avantages.
Ce que je crains fort avec l'Europe, c'est que de toute façon, vous le voyez, crédit social, identité numérique ou pas identité numérique, je crois qu'on se rend tous bien compte, si on a un tout petit peu les yeux ouverts, que notre liberté tous les jours, elle se rétrécit un petit peu. On est de plus en plus Il y a de plus en plus de réglementations. Donc simplement par le fait qu'il y ait de plus en plus de réglementations et sans doute parfois c'est plus stupides les unes que les autres, hem et il y en a beaucoup trop, fait que quoi que vous fassiez, vous faites faux. Vous êtes ou vous devez demander une autorisation pour tout, qu'on va vous refuser les 3 quarts du temps. La Suisse, c'est comme ça, vous devez demander une autorisation pour tout et on va vous la refuser dans 90 des cas. Voilà, donc vous êtes contrôlés déjà maintenant. Hem, c'est une chose. Donc i j'ai envie de vous dire que c'est déjà dans les tuyaux. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que contrairement à la Chine, alors on est de plus en plus contrôlés, mais on a une baisse du niveau de vie qui est absolument, enfin, ce qui est remarquable. Tout le monde peut le constater. Alors même en Suisse, quand on dit: «Oh les Suisses, ils ont de l'argent» et cetera, je tiens à préciser pour vous, amis français, que oui, nous avons un pouvoir d'achat lorsque nous allons à l'étranger qui est supérieur à la plupart des Européens, ça c'est vrai. Mais quand on reste chez nous, c'est une autre affaire. Parce qu'une fois que vous avez payé, votre loyer qui est nettement plus élevé que les loyers européens de manière générale, lorsque vous avez payé vos assurances, voiture et cetera et votre assurance maladie qui là, alors c'est une ça vous coûte une blinde et ça augmente toutes les années et votre franchise augmente toutes les années donc ça revient extrêmement cher. Pour une famille, c'est chaque personne qui est concernée, ça n'est pas juste une qui paye pour les autres, hein, comme la sécurité sociale, si vous avez qu'une personne qui travaille, c'est celle-là qui paye et c'est pour toute la famille. Ce qui n'est pas le cas en Suisse, chaque personne paye et je peux vous assurer que c'est des montants vraiment élevés. Eh bien, à la fin du mois, les gens, ils ont pas grand-chose, il leur reste pas grand-chose pour partir en vacances, hein. S'il leur reste quelque chose, c'est encore moins sûr. Donc on se rend compte, même en Suisse, qu'il y a une diminution du, niveau de vie et de plus en plus de contraintes. Contraintes qui sont liées, aux diverses réglementations, qui sont liées, qui vont être liées aussi à l'énergie, qui sont liées à l'inflation. On se rend compte que il y a les contraintes économiques et les contraintes réglementaires qui sont de plus en plus, importantes. Et justement, est-ce que les citoyens ont-ils réellement, les moyens de comprendre, ces enjeux de ce qu'on vient d'aborder? Ils ont pas trop les moyens, à part les réseaux, comme on fait ce soir, de pouvoir en discuter, et sinon, ils ont pas toutes ces informations et c'est dommage. Et vous avez parfaitement raison, effectivement, qu'ils n'ont pas les informations parce que comme je vous le disais au début, nous avons en Suisse, ça s'appelle la SSR, l'audiovisuel suisse, hein. C'est le ministère de la vérité, on va dire, hein. Donc le ministère de la vérité vous impose une vérité. Il y a pas de voix dissidente ou extrêmement peu, c'est vraiment sur des aspects, heu, mineurs. Vous avez des partis politiques et la plupart, ils sont, et ce qu'il faut comprendre aussi en Suisse, mais c'est pareil en France, hein, hem, le parlement suisse qui est censé représenter les citoyens, en fait, la plupart des gens sont des lobbyistes. Alors, vous avez des lobbyistes de la pharma, vous avez des lobbyistes des banques, vous avez des lobbyistes de l'agroalimentaire et ils font les lois, pas pour les Suisses, pas pour les citoyens, mais pour eux, pour leurs affaires. Donc en fait, on est dirigé par le monde économique et non plus par un monde politique qui prendrait à cœur, qui serait au service du citoyen. Je crois que ça aussi, je pense qu'il faut comprendre que dans toute l'Europe, on se rend compte qu'on n'est plus du tout au service du citoyen dans nos prétendues démocraties. On est au service de l'économie parce que finalement les gouvernements, ils ont plus tellement le choix. C'est aussi ça, ils ont pas vraiment le choix que de faire ce que le monde économique, attend d'eux. Ouh! Voilà, ça serait vraiment complètement changer la donne, hein. Heu, à l'heure actuelle, vu les institutions telles qu'elles sont, je ne le vois pas parce que là, ce dont vous parlez, ça implique un changement complet des institutions, c'est-à-dire changer nos systèmes, tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Mais normalement, ça devrait être contrôlé par les citoyens si vous y réfléchissez puisqu'on élit des parlementaires qui sont censés nous représenter. Donc on pourrait imaginer que simplement en changeant les conditions pour devenir parlementaire,
c'est-à-dire d'être quelqu'un qui soit, qui n'ait aucun conflit d'intérêts. S Là déjà vous allez pas en trouver beaucoup et qui ne soit pas avide de pouvoir. Et là, bon, vous en trouvez encore moins et qui ne soit pas rééligible, par exemple. À ce moment-là, vous arrivez à épurer, de la mauvaise graine, hem, le l'État, peut-être, et là, peut-être qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus sain. Je pense que là, on se dirige, tranquillement, on est en train de parler du deep state, de l'État profond, qui est dans tous les pays. Parce qu'on se rend bien compte on voit nos dirigeants, mais ils sont élus, mettons pour 4 ans, 10 ans, bon, vous avez Macron, lui, qui veut pas partir, bon. Mais, nous, ils sont élus et tous les 4 ans, ils sont réélus. Bon, il reste quand même pas, plus que, allez, 12, 15 ans, on va dire ça, quelque chose comme ça. Après, il y a quelqu'un d'autre. Parfois, ils sont élus que 4 ans. Heu, c'est pas eux qui dirigent réellement, c'est les chefs de service qui dirigent. Donc les chefs de ministère, en Suisse, ça bouge pas. Vous voyez, un chef de ministère, vous pouvez avoir un nouveau gouvernement, le ministre va changer, si vous voulez, vous avez différents départements, le ministre va changer, mais le chef de service va rester le même. C'est le chef de service qui fait le boulot et qui fait la politique, c'est pas celui qui est en haut. Alors bien sûr que celui qui est en haut, il peut, donne des impulsions bien évidemment, mais tout se fait dans cet état profond parce que ces gens qui sont chefs de service et toute la lignée, Heu, ils sont là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans et ils ne travaillent pas. Bon, pas tous, hein, mais on va quand même pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y en a une grande partie qui ne travaillent pas pour l'État, ils travaillent pour eux-mêmes et pour leur retraite. Donc voilà, vous avez compris qu'eux, ils sont dans une dynamique totalement différente et que même celui qui est tout en haut pourra peut-être même pas changer grand-chose à ça. Dans nos démocraties qui sont quand même largement corrompues, on peut le dire. Il suffit d'avoir quelques postes clés qui soient corrompus pour que tout l'appareil, il soit corrompu. Donc les systèmes sont pas mauvais en eux-mêmes. Si vous prenez le système suisse, il est plutôt bien ficelé. Je dirais même que le système français, bien sûr, est différent parce que les mentalités sont pas les mêmes, mais il est pas si mal ficelé que ça. Le problème, c'est qu'ils sont mal habités, ces systèmes, par des gens qui sont complètement corrompus. Le problème, il est juste là. Est-ce que la notion de bon citoyen, est-ce qu'il est en train d'être, redéfini par l'algorithme actuellement? Parfaitement, parce que bon citoyen, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est celui normalement qui respecte les lois. Mais là maintenant, c'est pas seulement respecter les lois, ça c'est un truc parmi tant d'autres. C'est surtout avoir un comportement, algorithmique correct. Donc quand vous ne rentrez pas dans l'algorithme, quand vous déplaisez, eh bien vous pouvez être effacé. «Excusez-moi, on vous a effacé», c'est un petit peu ça et avec l'identité numérique, bah, c'est facile de le faire. C'est pas l'identité numérique qui, c'est l'identité numérique qui crée un climat, une technologie qui permet de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire, mais on voit très bien que même sans identité numérique, c'est déjà le cas. Donc avec une identité numérique, on ne fait que faciliter les choses et on ne peut jamais compter sur un gouvernement pour ne pas utiliser ce genre de choses. On ne peut pas compter dessus, même si on vous dit: «Ah mais il y a des lois, il y a ci, il y a ça». Oui, mais les lois, elles se changent et c'est très facile de changer des lois, c'est très facile d'aller au parlement, de changer les lois, de les modifier. Typiquement sur l'identité numérique ou en Suisse, c'est encore facultatif. On peut très bien imaginer que dans une année ou 2, eh bien on dise: «Non, maintenant c'est obligatoire», par exemple. Encore ça, c'est de toute façon, ça deviendra obligatoire parce que de fait, on va vous l'imposer pour faire C'est toutes ça, sortes de démarches. Alors de c'est toute ça. manière, il y a même pas besoin de mettre que c'est obligatoire. Voilà. Heu, Mais, oui, je pense qu'il faut pas avoir peur de quoique si, il faut avoir peur de l'identité numérique parce que vous mettez toutes vos données au même endroit, dans le même panier. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est de parler des cyberattaques quand même, je pense. Donc et tout le monde, je pense que la plupart des gens s'ils ont un compte Facebook, à un moment ou un autre, ils se sont fait pirater leur compte Facebook. Ça c'est arrive ça. régulièrement. Alors, le compte Facebook, c'est encore, pas trop grave, c'est embêtant mais pas trop grave. Mais quand c'est votre identité numérique, c'est plus ennuyeux parce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui se fait passer pour vous, qui vole votre franchement, un hacker, il peut le faire, hein. Il prend votre identité numérique, il commet des infractions, mais c'est vous qui allez être redevable de ces infractions. Vous allez prouver comment que c'était pas vous avec une identité numérique. Encore avec un passeport, vous pouvez prouver que c'était pas votre passeport ou qu'on vous l'a volé ou et cetera, avec un passeport, physique. Mais avec une identité numérique, ça va être nettement plus compliqué de faire entendre votre voix et de dire: «Mais non, ça n'était pas moi».
Alors ça, c'est pas et on peut imaginer que des gens aussi qui perçoivent vos prestations, qui les perçoivent en se faisant passer par vous, pour vous. Donc on se rend compte du danger de tout mettre dans le même panier. En Suisse, il y a des cyberattaques tous les jours. On nous le dit pas, bien évidemment, parce qu'on veut pas faire peur aux gens, mais tous les jours, il y en a. L'année dernière, il y a eu une cyberattaque, dans un centre médical, près de Lausanne. Ils ont été, là, ils ont eu c'était un ransomware. Ils ont eu leur donc c'était il y avait une patientèle, une grande patientèle. Eh bien, les médecins n'avaient plus accès aux dossiers de leurs patients pendant plus de 3 semaines. C'est quand même un peu ennuyeux. Bah oui, c'est grave surtout. Oui. Donc vous pouvez imaginer que si c'est pour des choses comme ça peut être pour tout le reste et étant donné qu'on veut avec cette identité numérique, il y a un portefeuille numérique, ça je l'ai pas dit. Il y a un portefeuille numérique qui va avec, donc c'est pas seulement que votre identité, c'est déjà pas mal, mais il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire dedans, vous allez pouvoir mettre, votre permis de conduire, bon, et puis ensuite il y aura votre casier judiciaire et puis il y aura vos diplômes et puis il y aura votre compte en banque et cetera, puis vous aurez tout au même endroit. Donc c'est magnifique pour un hacker, mais ils vont se régaler. Plutôt que de devoir, hacker 10 000 trucs, il n'y en aura plus qu'un à hacker. Oh ben et vous croyez qu'ils n'arrivent pas à le faire? Bien sûr que si. Bah oui, tout bénef pour eux, hein. Bah oui. Donc c'est en plus, c'est carrément dangereux pour vos données et sans Oui, compter le nombre de données qui fuient aux États-Unis. Alors ça, on n'en parlera même pas parce que la plupart de nos données européennes sont toutes aux États-Unis. oui, Ouais, oui. dans le Alors j'ai cloud. encore une dernière question. L'histoire montre que tout outil de pouvoir finit par être, utilisé. Qu'est-ce qui garantirait que celle-ci ne le sera pas un jour de manière abusive? C'est pas de le mettre en place. Alors de pas le mettre en place, c'est le seul moyen de garantir que ça sera pas utilisé, à tort. Ouais. Mmh, Sinon ça va être compliqué. On forcément qu'on peut tomber dans des dérives comme ça, bien sûr. Ça signifie pas non plus que ça va arriver. On peut pas non plus tant qu'on n'a pas suffisamment vécu pour savoir que pour penser que ça va arriver. Il y a des indices qui nous font imaginer que ça pourrait fortement arriver. Après ce qu'on a vécu avec la crise covid, qui était, moi je dis toujours, c'était que l'apéritif. Le plat de résistance, il est pas encore arrivé. oui, Donc oui, oui, mais et c'est on nous fera passer ça pour de la sécurité et cetera ouais, bah oui, comme et puis d'habitude. comme les gens sont pas et puis les gens ont peur, on leur fait peur, hein, c'est ça, il faut quand même comprendre. Le mécanisme de l'être humain, le mécanisme mental de l'être humain, quand il a peur, il est complètement tétanisé et il dit oui à tout, il essaie pas de se défendre, ni même il peut plus comprendre. Il a même pas la faculté à ce moment-là, quand on a très peur, on n'a pas la faculté de comprendre, on n'est pas dans le raisonnement, hein. Et on peut pas en vouloir aux gens d'avoir peur parce qu'à longueur de temps, on ne cesse de leur faire peur avec des virus, avec, le réchauffement climatique et puis après il va y avoir des chutes de neige et puis après ci, puis après on ne cesse de leur faire peur à longueur de temps. On leur fait peur, on les leur il y a de la surconsommation dans tous les domaines et ils sont tellement obnubilés par tout cet environnement qui est, heu, qui est un environnement extrêmement agressif. Si vous réfléchissez, c'est extrêmement agressif. Toute la journée, vous êtes agressé. Alors, parfois, vous êtes d'accord d'être agressé quand vous scrollez sur votre téléphone, c'est parce que vous êtes d'accord quelque part, mais on finit par ne plus arriver, on n'est plus capable de faire un pas en arrière et de dire: «Maintenant stop, je me recentre» et c'est ça, c'est le C'est ça, problème. Il est en chaque être humain, j'ai envie de vous dire, parce que là, on est en train de parler de ce qui se passe globalement, mais tout ce que nous voyons à l'extérieur, c'est juste le reflet de notre intérieur. C'est tout. ouais. Ils arrivent Donc plus à faire le discernement, de réfléchir, et puis, et puis on l'a ils en vu, ont on en a marre depuis le aussi. covid. Toute la journée, il y a des tas de gens, ils ont une vie difficile, il faut quand même le reconnaître, ils ont une vie difficile. Quand vous avez passé toute la journée à travailler, que peut-être ça s'est pas passé très bien parce que vous avez un patron qui est peut-être pas toujours très sympa, que vous avez été dans les embouteillages, que votre enfant est malade et cetera et cetera. Il y a plein de raisons. Le soir, vous êtes fatigué, vous en pouvez plus, puis là, vous devriez encore aller sur les réseaux pour essayer de trouver des informations. C'est difficile, c'est vraiment difficile et Ouais, et on peut le comprendre. Je dis pas que c'est une excuse, mais quand même un peu, mais quand même un peu. ouais.
puis en plus, qu'est-ce qu'on fait? On allume la télévision, on regarde BFM TV ou LCI où là, vous avez pas vraiment de l'information et en tout cas pas une information contradictoire. Si vous aviez les canaux de télévision qui parlaient de ce qu'on est en train de parler ce soir, la donne serait totalement différente. On est bien d'accord. Voilà, donc on a les médias ont une responsabilité énorme dans tout ce qui est en train de se passer. C'est ça, c'est ça. Et ben, écoutez Michel, en tout cas, merci, d'avoir accepté mon invitation et en général à mes invités, je leur laisse le mot de la fin, donc du coup, je vous laisse le mot de la fin. OK. Alors moi, j'aimerais que ça soit un petit peu un mot d'espoir et que les gens ne se après cette émission, on les a quand même un petit peu plombés, qu'ils ne se sentent pas plombés parce qu'en fait, on ne sait jamais ce qui se passe dans l'histoire. Il suffit d'une petite étincelle et tout change en un clin d'œil. Donc ne jamais perdre espoir, continuez à avoir ce souffle de vie qui tous les jours vous permet de vous lever et de penser qu'il y a quelque chose de plus haut et de plus grand que vous et que vous avez une mission. Votre mission, c'est simplement de déjà de vous aimer, c'est important et de faire ce pourquoi vous êtes là et de revenir dans le concret. Je crois que c'est très important de revenir dans le concret, de se dire: «Malgré tout ce qui se passe autour de moi, est-ce que chez moi, j'ai une raison d'être inquiet?» Pour la plupart des gens, heureusement, pas forcément, ils ont un toit sur leur tête, ils peuvent manger à leur faim, ils ont des enfants qui vont bien. Je parle pas qu'il y a des bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette situation-là, mais quand vous êtes dans cette situation-là, et bien, se rendre compte qu'au finalement, je parlerai pas de chance parce que c'est un petit peu c'est pas tout à fait juste non plus, mais de rester dans le concret, de se recentrer, d'être entre la terre et le ciel, c'est là où est votre place et de faire ce que vous êtes venu faire, même si vous le savez pas, continuez et tous les jours, levez-vous en pensant à plus grand que vous. Je pense que c'est la seule manière de continuer et puis pas se désespérer, voir toutes les belles choses. Il y a énormément de belles choses à voir tous les jours. Ça peut être simplement, je sais pas moi, des fleurs dans le jardin, lorsque ou le sourire de quelqu'un, ou parfois on a des rencontres comme ça qui durent, une demi-seconde, mais qui sont extrêmement enrichissantes. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, simplement de cultiver leur joie de vivre parce qu'elle est en chacun de nous. Yes. OK, merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, passez une bonne soirée. Au revoir. Vous restez encore quelques minutes avec moi?